Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jean-Christophe Abaud, le fondateur de Filbat, une solution pour surveiller les fissures des maisons, des bâtiments, mais aussi l'inclinaison, l'humidité. On va vous expliquer tout ça dans une seconde. Comment en finir avec les logements bouilloires? Ce sera le thème du débat de Smart Impact, alors qu'un Français sur 4 affirme souffrir de ce phénomène chaque été. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les nouveaux géants ou comment faire le même métier tout en le rendant plus écologique. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Christophe Abaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Filbat, entreprise créée il y a 4 ans. Je crois que la solution elle est disponible depuis septembre 2021, depuis 3 ans. C'est quoi Filbat? Filbat est une société qui propose des capteurs connectés pour suivre les fissures et les mouvements sur le bâtiment. C'est une solution plug and play, abordable techniquement et financièrement. Alors quand on dit plug and play, comment ça marche? Comment on l'installe? Comment on l'utilise? Vous prenez le capteur, vous achetez le capteur, vous le positionnez au droit de la fissure, vous prenez votre smartphone, vous vous connectez et vous pouvez suivre les mouvements en direct, dans le temps et aussi à distance. Alors je disais en titre, c'est fissure, inclinaison, humidité, il y a tout ça dans le capteur? Alors, on a un capteur spécifique pour la fissuration, un capteur spécifique pour l'inclinaison. Et nous développons actuellement un capteur spécifique pour la mesure d'humidité dans les murs. Pourquoi il faut les trois? Est-ce qu'il faut forcément les trois ou est-ce que l'un peut suffire en fonction des dommages que le bâtiment ou la maison est en train de subir? Chaque cas est différent. Ouais. C'est comme le corps humain. On va suivre la tension, la température, la pression artérielle. En fonction des pathologies, on va utiliser le capteur adapté. Et c'est pour ça qu'on a développé toute une gamme qui permet de répondre à chaque cas. Mais on peut coupler les trois pour pouvoir analyser les différentes évolutions. Évidemment, on est au cœur notamment du phénomène de RGA, de retrait-gonflement des sols argileux. On va en parler en détail, mais je voudrais revenir au point de départ. Comment l'idée vous est venue? Marseille, 2018, des bâtiments qui s'effondrent, la rue d'Aubagne, le quartier de mon enfance. Ça m'a un petit peu impacté, un peu touché. J'étais spécialiste dans ce domaine-là, dans le diagnostic et étude des ouvrages, des bâtiments. Ma fille de 10 ans est capable de mettre une musique sur une enceinte Bluetooth avec mon téléphone. Ma grand-mère est capable de baisser les volets roulants avec son téléphone. Et nous, experts du BTP, on est incapables de pouvoir suivre une fissure. J'ai fait une recherche très simple sur Internet. Aucun produit identique permettant de suivre les fissures existait dans le monde. On l'a créé. Ouais. C'était compliqué d'ailleurs de le créer, ça a demandé beaucoup de recherche et développement. Est-ce que technologiquement, ce sont des technologies qui existaient déjà, que vous avez agglomérées? Comment vous l'avez fait? En fait, c'est le regroupement des technologies qui est compliqué. Ouais. C'est faire de la conception hardware, donc mécanique, électronique, et du software. Et trouver toutes les compétences, les regrouper en peu de temps et les manager a été le plus compliqué. Ouais. Qui sont vos clients aujourd'hui? Des municipalités, justement, qui cherchent à surveiller certains quartiers, certains bâtiments, des particuliers pour leur maison? Alors, on a des bureaux d'études, des experts du BTP, mais on a aussi les communes. Les communes, ils font appel souvent aux experts du BTP, mais ils sont en mesure de pouvoir poser un capteur et les suivre. Les particuliers aussi. Ouais. On a des clients parisiens qui ont pu suivre le mouvement de leur bâtiment qui ne fissurait pas, mais qui s'inclinaient doucement. Et ils ont trouvé la solution et ils l'ont mis en place. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Donc vous êtes une sorte de vigie. Qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que vous proposez des solutions, vous mettez en relation avec des professionnels qui ont les solutions? Alors, effectivement, ils peuvent analyser la problématique, l'évolution, et ils peuvent aller voir où un expert. Et nous pouvons aussi proposer, en fonction de tous les clients qu'on a sur la France, proposer un expert local pour qu'il puisse être accompagné. Alors, il y a ce phénomène des logements fissurés, j'en parlais, lié au retrait-gonflement des sols argileux. Ça concerne combien de Français aujourd'hui, ça? On en est où? On parle de milliers de bâtiments touchés par la RGA. D'ailleurs, il y a un appel à projet que nous avons eu, lié à la RGA, France 2030, pour pouvoir trouver des solutions de monitoring, de renforcement et de suivi permettant de trouver les solutions adaptées à chaque bâti. Ouais. Il n'y a pas une région plus touchée que l'autre? Ça concerne un peu tout le monde en France? Effectivement, il y a des régions qui sont fortement touchées, mais on se rend compte qu'avec le temps, chaque région en France
est touché. Alors effectivement, le sud de la France, beaucoup l'ouest, mais on se rend compte que le centre et le nord, tous les bâtiments commencent à être touchés par ce phénomène-là. Et c'est un phénomène qui remet en question jusqu'au modèle d'assurance. On l'a déjà évoqué dans Smart Impact. Où est-ce que vous intervenez? À quel point la solution que vous proposez peut permettre ensuite d'être efficace dans le traitement de ces fissures liées au sol argileux? Alors, la solution, elle permet surtout de faire de la gestion et de l'analyse. Les experts d'assurance ou experts d'assurés peuvent suivre et analyser le mouvement dans le temps et prendre des décisions ou rapidement parce que l'évolution est importante, ou prendre le temps d'étudier le renforcement et adapter le renforcement à la problématique rencontrée. C'est un vrai outil de gestion. Est-ce que vous voyez parce que vous avez des outils d'alerte, quoi, comment je peux dire ça, l'amplitude des phénomènes s'accroître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fissures qui n'étaient pas très importantes il y a 4 ou 5 ans, alors l'entreprise est assez jeune, mais qui aujourd'hui s'agrandissent de plus en plus vite. Est-ce que vous voyez ce phénomène-là? On le voit à travers de nos clients, on voit sur les données qui nous remontent, et on voit c'est suivant le type de bâtiment. On va avoir des bâtiments qui ne bougent pas. Et d'ailleurs, l'objectif aussi du capteur, c'est de pouvoir voir que ça puisse s'ouvrir. On appelle ça le souffle. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Le bâtiment vit comme ça. Mais on a des bâtiments, en général, quand ça évolue assez rapidement. Et dans l'année, on a des résultats. Avec des inégalités face au phénomène, c'est-à-dire que si la commune est classée ou non en état de catastrophe naturelle, est-ce que sa maison, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai des amis qui ont été confrontés à ça, va effectivement remplir les critères? À ce moment-là, on est totalement couvert par l'assurance. Il peut y avoir quelqu'un à 300 mètres de là qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas couvert et qui se retrouve avec une maison qui a perdu énormément de sa valeur. Effectivement, il peut y avoir des phénomènes d'inégalité, mais après, c'est essentiellement politique et assurance. Et le particulier est déjà pas en mesure de pouvoir analyser lui-même l'évolution. Et après, le faire constater et le faire assurer et réparer, c'est une autre chose, quoi. Alors, sur l'humidité, pourquoi vous êtes en train de développer un capteur sur ce phénomène spécifique? L'humidité, c'est très simple. À Marseille, les bâtiments sont effondrés parce qu'il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée dans les maçonneries, qui a impacté les joints de maçonnerie et qui ont été aussi une des causes de l'effondrement. Comme plein d'autres bâtiments, il y a eu Lille, il y a eu Bordeaux, alors chaque cas est différent. L'objectif est d'analyser la pathologie pour trouver la solution de réparation. Alors, les verticales, elles sont assez larges, mais c'est essentiellement l'objectif de ce capteur-là. Et donc, il est compliqué à mettre au point? Vous disiez, on est en train. Oui, disons qu'il est compliqué, c'est qu'on veut faire de l'innovation. On ne veut pas faire un produit vite fait, vite posé. On a développé une solution et j'en étais pas complètement content parce que je voulais aller encore plus loin. Parce que notre marché, alors effectivement, il est français, mais il est mondial. Et on veut sortir un capteur qui va être encore meilleur et qui devrait normalement sortir en début d'année prochaine. Vous en êtes où du développement de Filbat aujourd'hui? Filbat a débuté, donc a été créé en 2020. On a commencé, j'étais seul. Aujourd'hui, on est 15. On a fait une levée de fonds d'1,5 million en début d'année. On cherche à en faire une pour l'année prochaine pour se répandre sur l'Europe et l'international. On a une vraie volonté de devenir un major de l'IoT dans la prévention des ouvrages. Parce qu'on parle de bâtiments, mais il y a aussi les ponts, ouvrages et murs. Oui, qu'on peut surveiller aussi, qui ne le sont pas suffisamment aujourd'hui. Il y a eu ce qui s'est passé à Gênes il y a quelques années, qui a peut-être servi un peu de prise de conscience ou de déclencheur. Est-ce que vous voyez les choses évoluer justement pour ces grands ouvrages? Alors, il y a des démarches suite à Gênes, effectivement. Il y a eu des démarches nationales. Le CEREMA s'est mis au milieu de ça. Très bien, il y a eu des actions. Mais c'est toujours une histoire de moyens. D'où la raison de créer ces capteurs-là, abordables techniquement et financièrement, dans un but de pouvoir, dès la première fissure, poser le capteur et avoir un suivi, une analyse. Est-ce que je pense que la réponse est dans la question, plus facile de réparer quand on détecte tôt? Vous aviez répondu à la question. Voilà, je suis bien d'accord. Effectivement, plus on met de temps, plus ça va vous coûter cher en réparation, voire même des fois ça va être impossible de réparer. L'objectif, effectivement, c'est de le prendre à temps, parce que plus le bâtiment ou la structure évolue, plus le coût du renforcement ou le choix du renforcement
va coûter cher, il va prendre du temps. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe Abault et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, comment en finir avec les logements bouilloires. Comment en finir avec les logements bouilloires? C'est le thème de ce Smart Impact avec Hélène Denise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre, qui porte encore second pour quelques jours, on va dire ça comme ça. Philippe Séaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes le président d'Actibay. En quelques mots, c'est quoi Actibay? C'est un syndicat professionnel regroupant l'ensemble des installateurs et des fabricants en stores, fermetures, portes et portails. Et voilà. donc on va voir que vous proposez évidemment des solutions pour lutter contre ces logements bouilloires. Hélène Denise, comment on définit? C'est quoi un logement bouilloire? Alors, il n'y a pas de définition officielle, Ouais. justement, mais à l'instar des passoires thermiques qu'on arrive à définir en fonction du DPE, les bouilloires, c'est assez difficile, mais ce sont des logements dans lesquels il fait trop chaud, à tel point qu'on questionne leur habitabilité. Ça va vraiment au-delà du confort d'été. Ouais. C'est souvent des logements qui sont mal isolés, mal ventilés, souvent qui n'ont pas de protection solaire. Donc, les personnes sont dans l'incapacité de se protéger du soleil pendant la journée et qui se trouvent aussi souvent dans des environnements surchauffés, par exemple dans les quartiers populaires où il y a très peu de végétalisation, où c'est très minéralisé, avec beaucoup de circulation, où il va se faire très chaud, beaucoup plus qu'en dehors de l'espace urbain. Alors, ça semble une évidence, mais il faut sans doute la détailler, la rappeler. Le lien avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est quoi? On va, les uns et les autres, être confrontés à de plus en plus de vagues de chaleur, c'est ça? Et donc, pour les gens qui habitent dans ces logements bouilloires, on imagine les conséquences? Effectivement, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, on l'a tous remarqué. Et donc, le nombre de personnes qui déclarent avoir trop chaud chez elles, par exemple, a augmenté de 26% en 10 ans, puisque les canicules se multiplient et nos logements ne sont pas adaptés. Beaucoup trop de logements sont sans volets, sont mal isolés, mal ventilés, je le disais. Et donc, effectivement, il y a une augmentation du nombre de personnes qu'on appelle en précarité énergétique d'été, qui n'arrivent pas à se protéger avec toutes les conséquences sanitaires, sociales que ça peut avoir. Philippe Séaz, pour un logement qui est considéré comme bouilloire, il y a des solutions techniques. Ça représente quel investissement? Évidemment, ça doit dépendre de la taille du logement, du nombre d'ouvertures, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est dans des populations souvent précaires et des investissements qui sont relativement importants par rapport au budget de ces populations? Disons que oui, alors évidemment, sur les stores extérieurs, parce que là, on parle vraiment de stores ou de protection, fermeture extérieure, parce que une fois le rayon solaire passé par le vitrage, ça s'est déjà transformé en chaleur. Donc c'est vraiment sur cette partie-là, donc c'est un peu plus cher que le store intérieur, même si déjà le store intérieur peut faire quelque chose, c'est quand même pas aussi efficace. Et on peut effectivement envisager, alors en fonction du nombre de fenêtres, des dimensions, de la mise en œuvre, enfin je vous en parlais les meilleurs, aux alentours de 1500 € sur un équipement d'un logement, ce qui est, on va dire, pas forcément d'un grand niveau, même si c'est déjà 1500 € par rapport à d'autres travaux que l'on peut avoir dans des logements. Avec un effet rapide, évident, sur la baisse de température dans ces logements bouilloires, confrontés aux vagues de chaleur? Je crois que tout le monde l'a déjà certainement vécu. Vous êtes en pleine chaleur sur une terrasse, un store se déploie et vous vous sentez déjà bien mieux et bien plus à l'aise. Donc c'est tout de suite perceptible. La seule problématique, on va dire, c'est qu'au-delà déjà de promouvoir la protection extérieure, il faut aussi pouvoir... J'allais dire, c'est un terme un petit peu automatisé, ou en tout cas rendre beaucoup plus performant le store, même quand l'utilisateur n'est pas là, par des automatisations simples, un peu comme si vous metteriez un thermostat sur un radiateur. Aujourd'hui, ça paraît assez traditionnel. Aujourd'hui, il faudrait aussi mettre, entre guillemets, une sorte de petite commande thermostatique, pas plus, pas moins, mais qui permettrait naturellement que le store descende pour éviter que la chaleur rentre dans le logement, alors que les personnes vont travailler, ne sont pas forcément dans ce logement. Donc c'est vraiment à la fois protection et gestion de cette protection qui devrait être, à mon avis, une des bases, alors évidemment c'est mon métier, mais une des bases quand même de l'amélioration de ces logements. Voilà. Et on va parler politique publique. Vous avez publié cet été un rapport sur ces logements bouilloires. Vous dites que l'État reste de glace, le titre de ce rapport. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, manque de subventions, manque d'aide, pas tout à fait. Aujourd'hui, la question de la chaleur n'est
quasiment pas pris en compte dans la lutte contre la précarité énergétique, mais pas non plus dans nos politiques de rénovation énergétique qui se concentrent surtout sur la décarbonation des logements, sur le maintien d'une température minimale, sur la réduction de la consommation d'énergie et s'intéressent très peu finalement à la question de l'adaptation. Alors il y a quand même des petites évolutions, des petites évolutions positives ces dernières années, notamment l'ANA depuis le début de l'année va subventionner l'installation de volets ou de brasseurs d'air dans des rénovations globales, mais ça n'est pas le cas dans les petits gestes. Par exemple, si on doit d'urgence installer des volets ou un brasseur d'air chez soi, on ne peut pas juste le faire en dehors d'une rénovation globale, qui, on le sait, sont des travaux qui sont très lourds. Seulement 3% des rénovations chaque année sont des rénovations globales. Donc à ce rythme, on n'y arrivera pas. Et puis surtout, la question de la chaleur n'est pas intégrée dans les critères de décence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler du calendrier d'obligation de rénovation qui va peser sur les bailleurs ces prochaines années. Si vous êtes propriétaire d'une passoire thermique en location, vous devrez le rénover selon un calendrier qui est fixé. La question de la chaleur n'est pas du tout prise en compte. Mais ce ne sont pas les mêmes. Un appartement qui a une passoire thermique, il n'est pas forcément aussi une bouilloire l'été. Ça peut arriver, effectivement. 3/4 des personnes qui déclarent avoir froid l'hiver dans leur logement ou aussi chaud dans leur logement, puisque effectivement les bouilloires c'est aussi des logements mal isolés, mal ventilés, mais on ne rénove pas exactement de la même façon, parce qu'aujourd'hui on va faire des rénovations où on va isoler très bien le logement, faire une enveloppe, mais en fait on va transformer le logement en thermos si on ne va pas en plus ajouter des occultations solaires. Donc il faut vraiment que la question de l'adaptation soit systématiquement prise en compte dans les travaux qui sont subventionnés par l'État dans le cadre de MaPrimeRénov', de tous les dispositifs qui existent. Philippe Seas, qu'est-ce que vous attendez de l'État, justement, après la publication de ce rapport? Parce que vous parliez de MaPrimeRénov', on a vu qu'il y avait des arbitrages qui avaient été faits par le gouvernement démissionnaire et avec une enveloppe moins importante pour MaPrimeRénov'. Donc bon, on peut peut-être être un peu inquiet. Qu'est-ce que vous en attendez? Déjà, premièrement, MaPrimeRénov', c'était, comme le disait Hélène, une vraie avancée de reconnaissance que déjà nos produits soient intégrés dans la rénovation énergétique des logements. Le fait est, c'est que c'est encore une usine à gaz, pas vraiment c'est pas. Pourtant, elle a été simplifiée une fois, mais bon. Oui, et puis en plus, elle a été simplifiée, mais à différentes reprises, dans un timing. J'ai vu un rapport comme quoi il y avait à peu près que 52, sur toute la France, 52 projets aidés par MaPrimeRénov' dans le domaine de la protection solaire à juin 2024. Donc, vous dire qu'on est loin de ce qu'il faut faire. Non, ce qu'il faut, c'est rendre les choses plus simples, c'est-à-dire soit une TVA réduite, ce qui serait très bien, parce qu'une TVA 5,5, comme ça l'est déjà pour la fenêtre qui est isolante, pour le store, ça pourrait être une très bonne chose. Et puis là, pour le coup, moins de démarches administratives. Vous disiez effectivement aussi les gestes, le monogeste, c'est-à-dire, oui, j'installe un store ou j'installe des stores, j'ai besoin d'un épaulement de MaPrimeRénov'. Troisième point aussi, les C2E. Avec la possibilité de pouvoir... Certificat d'économie d'énergie. Certificat d'économie d'énergie, pardon. Et là, on a un petit point juste d'achoppement juridique avec la DGEC qui veut absolument avoir une problématique de thermique. Et là, on a un problème juste juridique, parce qu'en plus, ce n'est pas de l'argent de l'État, ce sont les obligeants qui doivent aider ceux qui veulent rénover leur logement. Donc là aussi, le C2E, c'est un point très important. Et on en parlait ensemble avant plateau, le DPE, au moins que la protection solaire soit intégrée dans le DPE. Est-ce qu'il y a alors évidemment, là aussi, la question est un peu trop large, mais bon, vous parliez des bailleurs. Il y a une mauvaise volonté parfois, il y a une prise de conscience quand même. Comment vous évaluez ça ? Alors au niveau des passoires thermiques, maintenant on en parle beaucoup. Les bailleurs commencent à savoir qu'il va falloir rénover de façon progressive et il faut effectivement continuer à les aider, à les accompagner pour ce faire. L'aiguillon réglementaire accélère le mouvement. Vous voyez, l'effet, il est réel, ça vous l'avez ressenti. Absolument, on voit un nombre de propriétaires bailleurs qui vont s'adresser au service de la rénovation énergétique qui est de plus en plus important. On voit qu'il va y avoir un mouvement. Il faut continuer à rappeler les obligations qui pèsent sur les bailleurs et aussi informer les locataires de leurs droits, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, par exemple, qu'on ne peut pas augmenter leur loyer s'ils vivent dans une passoire thermique, ce genre de choses. Donc ça, il faut continuer à le faire. Et sur la question de l'adaptation, effectivement, faire évoluer le DPE pour que le critère
de la chaleur soit mieux pris en compte et que ce soit un vrai cap pour faire une politique publique d'adaptation qui soit à la hauteur. On parle de politique publique, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a un impact de ces... Alors, restons sur les bouilloires thermiques, sur la santé des occupants qui, ensuite, évidemment, vont coûter de l'argent au régime de sécurité sociale. Enfin, c'est basique, mais il faut le rappeler. Absolument. On estime que 50 millions d'euros par an... on a 50 millions d'euros par an de dépenses de santé publique à cause des canicules, à cause de la chaleur. L'année dernière, c'est 5 000 personnes qui sont encore décédées à cause de la chaleur. C'est aussi 20 000 recours aux soins d'urgence. Donc on voit que ça pèse vraiment sur notre système de soins. Et c'est souvent les plus fragiles, donc les personnes âgées, les enfants. Et puis au-delà de ça, ce sont souvent les plus modestes qui vivent dans des bouilloires thermiques, dans des quartiers qui sont mal adaptés. Et donc c'est souvent eux aussi qui en pâtissent le plus. Et c'est pourquoi c'est vraiment une facette du mal logement et une vraie source d'inégalité. Philippe Seas, la clim, c'est une solution, une fausse bonne solution ? C'est une solution auquel on ne peut pas déroger. Déjà, on le comprend bien dans des hôpitaux et choses comme ça. Puis ça dépend aussi de la région dans laquelle on se trouve. Donc la climatisation, oui, mais avant d'utiliser la climatisation, utilisons tout ce qui est en nos pouvoirs pour réduire la consommation de ces climatisations. Et surtout qu'en plus, le problème de la climatisation, surtout les petites climatisations qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, etc. Ce sont des achats d'impulsion au moment où il fait une chaleur folle. Tout le monde s'achète sa petite climatisation, donc de qualité discutable, d'efficacité également discutable, et puis un apport d'énergie qui est incroyable. En plus, vous créez des compresseurs extérieurs qui font des îlots de chaleur. Là où on a déjà chaud, on recrée de la chaleur, on consomme de l'énergie. C'est-à-dire que, sans être contre la clim, parce que bien évidemment, il y en a besoin, il faut, avant la clim, faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'on puisse réduire au maximum son utilisation. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas avec Ambroise Collomb, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général, le cofondateur des Nouveaux Géants créés il y a 3 ans avec Alexis Bringuier. Et avec quelle idée? Smart Ideas, c'était quoi l'idée de départ? L'idée, c'est très simple, c'est de se dire, en fait, on a plusieurs manières de s'investir pour la transition écologique. On peut le faire dans son quotidien, avec l'avion, la viande, etc. Mais en fait, pour être géant, il faut le faire dans son métier. Et du coup, on a créé un institut de recherche et de formation sur la transition écologique des métiers pour aider chacun, qu'on soit comptable, qu'on soit en IT, qu'on soit aux achats, à intégrer la transition écologique dans son geste métier du quotidien, parce que c'est là qu'on a le plus d'impact. Alors, qui sont vos clients? Comment fonctionne l'entreprise, en fait? Alors, nous, on crée des formations pour nos clients qui sont tous secteurs, plutôt des grosses entreprises. On a travaillé avec BPI France, Leroy Merlin, Unibail, Urgo, SFR. Et on les accompagne par département. Donc, par exemple, on va nous missionner sur le département des achats. Et pour le département des achats, on va faire une séquence de formation qui vont leur permettre de changer 20, 30, 40, 50% de leur geste métier du quotidien. Est-ce qu'il y a des métiers, comment je peux dire ça, plus prioritaires à rendre d'urgence, plus écolo, parce que l'effet de levier sera plus important? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense par exemple aux achats. On sait que les directions d'achat dans les entreprises, c'est un vrai levier de transformation. Oui, il y a ça. Et en fait, il y en a d'autres. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. Et on a justement publié un rapport avec des partenaires sur le sujet de par qui on démarre. Et ce qu'on arrive à dire, c'est qu'en fait, pour chaque métier, il y a un impact direct, indirect ou systémique. Direct, c'est les achats contribuent en moyenne à 80% du bilan carbone de l'entreprise. En fonction des secteurs, ça change. Bien sûr. Indirect, c'est par exemple la finance. Si on fait bouger les financiers qui sont capables de compter des nouvelles valeurs, on change tout l'arbre décisionnel de l'entreprise. Donc ça, énorme impact indirect. Et systémique, ça peut être par exemple la communication. Si je fais des spots à la télé qui vont toucher des millions de personnes, si je raconte des nouveaux imaginaires de transition écologique, j'ai un impact énorme via ce métier-là. Donc, en fait, on ne peut pas donner une seule réponse. Tous les métiers sont concernés. Tous les métiers sont concernés. C'est un peu comme la transition digitale. Tout le monde est balayé, en fait. Seulement, c'est plus puissant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un impact direct fort qu'on n'a pas un impact énorme ailleurs. Alors, je vais poser la question, c'est un peu la même question, mais différemment. Est-ce qu'il y a des métiers plus difficiles à transformer que d'autres?
il y a des métiers qui ont moins de maturité sur le sujet. Typiquement, les métiers de l'offre, des achats, on leur parle d'achat durable depuis longtemps, on leur parle d'éco-conception depuis longtemps. Et donc, ils sont réceptifs à ce genre de message. Je prends par exemple des métiers comme justement ceux de la finance. Souvent, on a en fait le rapport extra-financier, c'est le job de la RSE, c'est pas mon job. Donc ça, par exemple, ça peut être des métiers. C'est en train de changer avec la réglementation européenne quand même, avec la CSRD. C'est en train de changer. Vous allez retrouver des oreilles beaucoup plus attentives. Oui, ça bouge énormément, même si, encore une fois, moi je rencontre plein d'entreprises où la RSE a encore du mal à expliquer qu'ils ne vont pas porter ça tout seul. Et la CSRD, en l'occurrence, oui, c'est la finance peut-être qui va piloter certaines choses, mais c'est tous les métiers qui vont devoir rapporter des nouvelles données. Et donc ça va accélérer énormément cette transition. Est-ce qu'on parle de transformation de métiers? Alors c'était beaucoup lié à la révolution numérique, mais je pense que ça peut aussi être lié à la révolution environnementale et sociétale. Est-ce qu'il faut faire évoluer son métier au risque pour ne pas le voir disparaître? Oui, vraiment. Je reprends par exemple l'exemple de l'éco-conception. Un responsable de produit qui demain ne sait pas ce qu'est une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il ne sait pas mesurer ou lire l'impact d'un produit, il ne pourra pas garder son employabilité pendant longtemps, c'est évident. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des réglementations qui vont demander à ce que tout le monde fasse ça. Et d'autre part, ça devient un élément de négociation dans la relation fournisseur. Donc ça vient couvrir l'ensemble du spectre du métier, par exemple. Vous en êtes où du développement des nouveaux géants? Alors aujourd'hui, on est 10 personnes dans l'entreprise. On s'est développé du coup dans un certain nombre de secteurs, enfin quasiment tous les secteurs. Et aujourd'hui, le challenge, c'est de faire aussi exister cette activité de recherche qu'on lance, qui nous permet de aider les gens à comprendre ce que ça veut dire cette transition écologique des métiers. Là, on va sortir le 21 novembre un papier sur 11 fiches de poste prospectives pour les 11 métiers qu'on retrouve dans tous les secteurs de l'entreprise. Et ensuite, évidemment, continuer de développer l'activité avec pour ambition d'accompagner encore des milliers de personnes sur ce sujet. Avec l'idée, on y a consacré plusieurs émissions, de se baser sur la science. C'est ce que je comprends quand vous dites on fait un travail de recherche, en fait. Oui, bien sûr. Alors, on se base sur la science, d'une part, du point de vue de l'impact. Et aussi, nous, on avait vraiment une posture d'humilité. Je ne connais pas tous les métiers, je ne sais pas accompagner tous les métiers. Donc, on travaille avec des experts, c'est avec eux qu'on fait de la recherche. On travaille avec des gens sur le terrain qui, eux, sont confrontés. Ah oui, très bien, je suis en train de changer mon métier, mais voilà telle ou telle difficulté. Et en fait, on essaye d'agréger tout ce qu'on entend pour proposer des synthèses et faire de la pédagogie, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Ambroise Collomb et bon vent aux nouveaux géants. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.